Bonsoir, merci d'être présent ici ce soir et je suis heureuse d'être là pour vous parler de l'hypnose humaniste. Alors l'hypnose humaniste, est-ce que vous savez ce que c'est? J'imagine que non si vous êtes là et que ça vous intéresse. Alors l'hypnose, pour commencer, c'est un état de conscience modifié. C'est l'état dans lequel on est quand on est plongé dans un bon livre ou un bon film ou qu'on fait un trajet en voiture qu'on connaît tellement par cœur qu'on part dans nos pensées et après on se rend compte « Ah oui, je suis arrivée à la maison. Ah bon, oui, ok. » Donc on est bien présent dans son corps, sinon on ne serait pas capable de conduire la voiture, changer les vitesses, tenir le livre. Et en même temps, on est vraiment comme ailleurs. C'est cet état-là qu'on recherche en séance d'hypnose. Alors, peut-être que vous avez vu qu'à côté, il y a le mot humaniste. Alors, qu'est-ce que c'est l'humanisme? L'humanisme, en fait, à la base, c'est un mouvement qui est né en Italie au XIVe siècle et qui s'est répandu pour progressivement conquérir l'Europe au XVIe siècle. Le concept de l'humanisme, c'est que tout le monde a le droit de savoir. Donc la vulgarisation, la transmission des informations, c'est très important pour l'humanisme afin que la personne développe ses propres qualités humaines. L'idée est que l'individu correctement instruit est plus apte d'être libre et responsable. Alors la technique de l'hypnose humaniste se base sur la conviction que seule la personne elle-même a exactement les informations nécessaires à son changement. Donc ça a découlé en fait des autres formes d'hypnose et elle a émergé vers l'an 2000. Donc pourquoi est-ce qu'on parle d'hypnose humaniste également? Parce que l'hypnose en thérapie, elle œuvre individu par individu pour l'ensemble de l'humanité. J'imagine que vous avez déjà remarqué comment on se sent quand on est à côté de quelqu'un qui est pas bien, qui râle et qui est pas, voilà, qui est pessimiste, tout ça. On se sent pas bien. On a notre énergie qui... Alors que quand on est à côté de personnes bien dans leur peau, stimulantes, passionnées, qui ont envie de faire des choses, waouh, là on est porté par cet élan. Donc c'est comme ça qu'on voit que de notre niveau d'inconscience dépend notre qualité de vie. Alors l'inconscient, est-ce que vous savez ce qu'il fait l'inconscient? L'inconscient en fait il a trois fonctions principales. Celle liée au cerveau qu'on appelle archaïque ou reptilien, c'est la part de notre cerveau la plus ancienne. C'est là que siège notre instinct de survie. Donc en fait, notre cerveau reptilien, il dirige pas mal de nos faits et gestes. Quand on est possessif, qu'on est jaloux, qu'on a besoin d'être remarqué, qu'on a peur, etc., etc., tout ça, c'est des attitudes qu'on reconnaît et qui se passent au niveau de notre cerveau reptilien, donc pour notre survie. Alors, notre inconscient, il a aussi la fonction liée au système limbique. Vous voyez les parties du cerveau. Donc le système limbique, c'est là où siègent nos émotions. C'est aussi l'endroit où il y a notre connaissance, nos savoir-faire. Et c'est aussi à cet endroit que se crée notre créativité. Et puis, en troisième lieu, la troisième fonction principale de l'inconscient sont les fonctions liées au néocortex. Le néocortex, c'est là où siège notre raison. Donc quand on rationalise un événement, je devrais pas penser ça parce que en fait c'est pas si grave, ah oui mais non, hop. Donc le néocortex, il classe, il trie, il range. Donc c'est un peu la part du cerveau qui peut faire qu'on agit froidement en se raisonnant, ou bien qu'on va classer par la logique les choses. Alors c'est aussi à cet endroit qu'il y a le lien avec la grande conscience, qui est ce flot d'informations auquel on peut avoir tous accès. Par exemple, vous avez les artistes, quand ils sont dans cet état de flow, l'état de flow, on en a beaucoup parlé aussi notamment dans le travail, c'est quand on est passionné par quelque chose, on est tellement plongé dedans qu'on ne voit plus le temps passer. Ben voilà, l'artiste il vit ça tout le temps. Quand il fait ses peintures ou autre, voilà, il est plongé dedans et c'est comme si ça se faisait tout seul. Voilà, c'est cette grande conscience. C'est comme si on avait accès à cette grande conscience quand on est scientifique et qu'on a une formule qui vient. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu plusieurs films à ce sujet. Voilà, c'est le lien à la grande conscience. Et en état d'hypnose, on a particulièrement accès à cette grande conscience.
Donc maintenant, cet inconscient, il veut nous protéger. Il passe son temps à nous protéger, il a enregistré des informations et en fonction, il a sa façon d'agir. Donc quand c'est le cerveau reptilien qui est activé, on va avoir une attitude de figement, de fuite ou d'attaque face à quelque chose qui pourrait nous mettre en péril, ou bien face à quelque chose qui n'est pas très grave, mais pour notre cerveau, pour notre inconscient, c'est très grave. Donc on a ces attitudes-là, figement, fuite, attaque. Ça c'est au niveau du cerveau reptilien. Au niveau du système limbique, ça va être en ne reproduisant pas les mêmes façons d'agir quand on ressent des émotions. Par exemple, je suis un petit enfant et j'ai exprimé mes émotions. J'ai hurlé ou je me suis mise fort en colère et mes parents m'ont envoyée dans ma chambre parce que j'étais méchante. Alors si ça se reproduit plusieurs fois, mon cerveau d'enfant, il va imprimer expression de mes émotions égale danger, égale perte de l'amour de mes parents, qui sont la figure d'autorité, qui a toujours raison. Et alors qu'est-ce qui va se passer? La fois suivante, je vais avoir une grosse émotion, je vais la bloquer. Hop, comme s'il n'y avait rien. Non, il ne se passe rien. Ok, tout va bien. Donc là, dans cette attitude-là, plus on reproduit ça, le fait de ne plus exprimer ses émotions, plus on met la poussière sous le tapis et à un moment donné, on n'en peut plus. On est enseveli, c'est le burn-out. On va d'abord essayer de compenser, par exemple, par de l'achat compulsif, par la consommation d'alcool, de nourriture, etc. Comme ça, on se change les idées, entre guillemets, pour ne pas voir ce qui est là, ces émotions refoulées. Et au final, bah non, on n'en peut plus. Et alors, c'est souvent à ce moment-là qu'on vient en séance d'hypnose. Donc, cet inconscient qui essaie de nous protéger, il essaie aussi de nous protéger au niveau du néocortex en rationalisant, en se disant « Ah non, non, c'est pas grave, voilà, ça s'est passé parce que, voilà, ça devait se passer, donc... et hop, et voilà, il va raisonner, il va essayer de rationaliser ce qui s'est passé. Donc c'est un petit peu, par exemple, l'exemple du régime. Moi qui suis diététicienne, beaucoup de clients, beaucoup de patients sont au stade où en fait ils peuvent plus se forcer à se raisonner pour se dire ah oui je dois manger des aliments sains parce que les aliments gras, sucrés c'est pas bon pour moi, parce que je dois perdre du poids, etc. Alors au début ça marche très bien, la personne elle suit le plan alimentaire qu'a fait la diététicienne et puis en fait on vient me voir après régime et régime en me disant ne me mettez pas des produits light, ne me faites pas peser tout, moi j'en peux plus, j'arrive plus, je suis dégoûtée des yaourts, etc. Bah oui, on peut pas sans cesse comme ça empêcher notre être profond d'agir. Il a envie de manger le chocolat, bah oui, bah tout le monde a envie de chocolat un petit peu de temps en temps, donc bloquer tout le temps comme ça, non, je ne devrais pas, non, je ne devrais pas ressentir ça, je ne devrais pas faire ça, ça marche un moment et puis c'est fini. Et l'embêtant dans tout ça, c'est que si on s'est beaucoup bloqué, à la fin, on peut être dans l'extrême opposé. Voilà. Donc ça, c'est très important. On ne peut pas agir en profondeur de façon rationnelle, par le mental. Il faut aller parler à l'inconscient. Donc l'inconscient, comme vous le voyez sur l'image, c'est la partie immergée de l'iceberg, qui est gigantesque. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que de son niveau dépend notre qualité de vie. Si on se laisse tout le temps diriger par ce gros inconscient et que notre partie consciente qui est là en haut, elle n'a pas beaucoup d'action par rapport à lui, ben voilà, c'est tout le temps, je comprends pas pourquoi je fais ça, je comprends pas pourquoi je répète ces erreurs, alors que je ne veux plus. Ben voilà, c'est parce qu'on n'a pas parlé à l'inconscient. Donc c'est très important de faire attention à tout ça, car comme vous le voyez sur cette autre image, vos croyances deviennent vos pensées deviennent vos mots deviennent vos actions deviennent vos habitudes deviennent vos valeurs et vos valeurs deviennent votre destinée. Ça a été dit par Gandhi. C'est pour ça que c'est très important d'aller actualiser toutes ces croyances, toutes ces informations qu'a enregistrées notre inconscient pour qu'en fait, il puisse être en phase avec nous, avec le
qui on est de maintenant, pas d'il y a 10 ans, pas d'il y a 20 ans, qui je suis maintenant, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi ce qui est important pour moi. Ben, on doit actualiser ces informations-là pour que notre inconscient, il aille dans le même sens que nous. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Donc, ici, ben, vous êtes avec une hypnothérapeute et donc, moi, je vais vous parler de ce que je connais. Donc, les séances d'hypnose. Alors, est-ce que peut-être des personnes peut-être certaines personnes d'entre vous sont déjà allées en séance d'hypnose? Et moi, je vais vous décrire la séance d'hypnose humaniste. Donc, en hypnose humaniste, la séance va se passer en 3 parties. La discussion, l'induction et la transformation. Donc, en premier lieu, la discussion. On va tout simplement discuter dans le but d'aboutir à une phrase positive qui est l'objectif de la séance. Donc, je vais vous prendre un exemple pour illustrer une séance. Et comme le thème de la conférence de ce soir, c'est libérer son potentiel rapidement avec l'hypnose humaniste, je vais prendre un exemple de développement personnel. Alors, la phrase positive ici pourrait être « Je m'exprime avec clarté et facilité en public », ce qui peut bien servir ce soir. Alors la personne, elle a cette phrase-là, « Oui, c'est vraiment ça que j'ai envie de travailler aujourd'hui en séance », ok. Et ce « aujourd'hui » est très important parce qu'en fait, on peut prendre rendez-vous avec une idée en tête de ce qu'on veut travailler dans la séance et puis le jour même, on se rend compte que c'est pas du tout ça en fait qui est le plus important aujourd'hui. Il peut y avoir eu, entre la prise de rendez-vous et le jour du rendez-vous, un gros événement, un choc, quelque chose qui a réveillé plein de choses. Et en fait, c'est ça qu'on va faire ce jour-là. Donc voilà, ça c'est un petit détail, mais il faut toujours voir ce qui aujourd'hui est la chose la plus importante. Alors, on a notre phrase positive, je m'exprime avec facilité et clarté en public, et on entre dans la partie numéro 2, l'induction. Donc, induction vient du mot induire, pour induire l'état de conscience modifié. L'induction, en fait, c'est un texte, un récit, quelque chose que je vais dire à la personne pendant une vingtaine de minutes sur un sujet comme le voyage, la détente, le plaisir, calmer l'anxiété, sur la confiance en soi, l'estime de soi, etc. Quelque chose de positif. Et en fait, ça aura pour effet que la personne elle va partir un peu dans le récit, donc elle va suivre ce que je vais dire, ou bien pas du tout, elle va partir dans ses pensées, ou encore elle va s'endormir. Et c'est très bien comme ça. Et en même temps, elle sera bien présente dans son corps. Donc en fait, c'est l'état de conscience modifié, comme je vous le disais, et même amplifié. En hypnose humaniste, c'est l'état amplifié qu'on recherche, donc on est bien présent dans notre corps, et en même temps, on est ailleurs. Alors, au bout du récit, au bout du texte, je termine souvent par une question pour voir si la personne me suit toujours, ou bien si elle est partie dans ses pensées, ou bien si elle s'est vraiment endormie. Si elle s'est endormie, je lui fais un petit signe sur l'épaule. Je préviens toujours en début de séance, je vous ferai un petit signe sur l'épaule si vous vous endormez ou si vous partez dans vos pensées. Donc, ne restez pas focalisé sur ce que je dis si ça ne vous convient pas. Vous pouvez partir dans vos pensées. Et donc, je fais ce petit signe à l'épaule si nécessaire qui prévient qu'on passe à la 3e partie de la séance, qui est donc la transformation. Et là, on va utiliser sa créativité d'enfant. Comme vous le voyez sur l'image, pourquoi est-ce qu'on utilise la créativité d'enfant? En fait, l'inconscient, c'est comme un petit enfant de 3-4 ans. Il fonctionne avec des images très simples, des sensations, et c'est comme ça en fait qu'il nous prévient que quelque chose ne va pas, etc. Donc par exemple, cette personne qui est face à un public, et là ça va pas, non, elle commence à avoir dans sa tête tous les schémas catastrophes, oulala, on va se moquer de moi, on va me poser des questions pièges, je vais me ridiculiser, je vais pas être bien, je vais oublier mon texte, voilà, et ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'aider, pour transformer ce qu'elle vit? En fait, on peut imaginer un arc-en-ciel qui vient et qui prend sa place dans toute la salle et tout le public se transforme en bisounours ou en Teletubbies. Plus les images sont vraiment simples, plus ça parle à l'inconscient. C'est comme ça qu'on répond à l'inconscient. Il nous génère toutes ces pensées, toutes ces sensations, ça va pas, mon cœur commence à battre fort. Hop, je transforme cette chose qui me fait peur et ça va mieux. Donc,
Une autre idée, c'est par exemple d'imaginer que tout le monde est en pyjama, avec des pyjamas, avec des petits animaux, des pompons, des petits bonnets. Voilà, ça dédramatise la situation et on se sent mieux. Ou encore un soleil. Un soleil vient dans la pièce et il rayonne de toute la profondeur de ses rayons et tout scintille sur son passage et tout le monde devient souriant et le public peut même se transformer en ami, en personne de la famille. Voilà. Toutes ces images très très simples, c'est comme ça qu'on parle à notre inconscient. Comme si c'était un petit enfant de 3-4 ans. Et quel effet ça va avoir ça, d'avoir transformé ce qui s'était manifesté? Ça va avoir pour résultat, quand on sera dans la situation, le jour où on parle face aux personnes, on peut avoir le souvenir de toutes ces pensées-là qui venaient, et c'est comme si elles étaient balayées par cet arc-en-ciel, par ce rayon de soleil, etc. Et ah oui, ça va mieux, parce que ça a été fait en séance. Donc en fait, une fois que l'inconscient, il reçoit notre information, comme quoi tout va bien, t'inquiète pas finalement, en fait maintenant je suis à un stade de ma vie où je peux faire ça, j'ai envie, j'ai de la joie à l'idée et tout va bien se passer. Voilà, en ayant amené l'arc-en-ciel, le soleil, les bisounours, les télétoubies, on a dit à l'inconscient, tout va bien. Et donc en fait quand on est dans la situation, on peut avoir le souvenir de comment on aurait agi avant ou quelle peur on aurait eu et ça disparaît d'un coup. Donc ça, j'ai déjà eu le cas une fois, un jeune homme qui venait pour cette raison-là, et après une seule séance, il était tout à fait à l'aise pour parler à ses professeurs, et il m'a envoyé un message pour me dire « Ah c'est génial, c'est fait, merci beaucoup ». Donc ça, c'était vraiment sympa. Donc voilà, de où se situe la profondeur de notre blessure ou de notre peur, se situera le nombre de séances nécessaires. Donc là, ce jeune homme, une séance, c'était réglé. Une personne qui a peur de parler en public parce qu'elle n'a jamais pu s'exprimer, ses parents lui ont dit tais-toi, tu n'y arriveras pas, etc. Et on lui a répété, adolescente, puis son mari, etc. Enfin, je schématise, hein, mais je caricature aussi un peu. Mais voilà, c'est pour vraiment dire, si c'est très 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 profond, là il va lui falloir peut-être 6 séances pour arriver à s'exprimer face à des personnes. Donc là, bon, je laisse ça pour plus tard parce que je vais vous parler de justement combien de temps il faut pour avoir des résultats. Donc là, je reste sur cette image-là, ok, le public. Alors, quelle autre manifestation il peut y avoir d'anxiété à parler en public? Il peut y avoir la boule dans la gorge, ou la gorge toute serrée. Ok, alors, quand on ressent ça, l'idée, c'est de mettre une forme sur ce qu'on ressent. Ok, c'est une boule, est-ce que c'est lisse, est-ce que c'est rugueux, est-ce que c'est en métal, est-ce que c'est en bois, quelle matière ça a? Ok, c'est étau, est-ce qu'il est attaché quelque part, ou bien c'est une seule pièce, etc., etc. Plus on va rendre presque matériel ce qui est ressenti, plus ça va être facile de transformer ça en ce qui nous convient. Donc ici, ça peut être « Ah, j'ai une main magique et je l'entre dans ma gorge sans rien abîmer, je prends la boule et je la jette tellement loin qu'elle ne peut jamais revenir. Oh non, cet étau, eh ben, au fur et à mesure de mes respirations, l'air va être comme magique, il va faire exploser cet étau et tous les morceaux vont partir à nouveau tellement loin qu'ils ne peuvent jamais revenir. Ou bien j'ai une barrière qui m'empêche de parler devant la gorge, eh ben, je l'enlève, j'ai une force de Hulk, d'un ogre, et à nouveau, je l'envoie très loin, je l'écrase, je la détruis. Voilà, voilà. Donc, vous comprenez l'idée, à mon avis. C'est des choses très simples qui parlent à l'inconscient. On parle son langage, il intègre l'information, et quand on est dans la situation, c'est plus là. J'ai plus de boule dans la gorge. J'ai plus de barrière qui m'empêche de parler, j'ai envie de parler librement. Je me sens bien, etc., etc. Donc voilà, ça c'est la transformation. Et donc, quand on a fini ça, je demande à la personne, alors, est-ce que pour aujourd'hui, tout a été vu? Est-ce que c'est bien? Est-ce que vous êtes bien? Oui? Ok, parfait. Parce que quand on a eu assez, en plus, ou que l'heure est passée, mais souvent, voilà, il faut s'arrêter quand c'est ni trop peu, ni trop. Il ne faut pas aller trop loin, il faut faire par étapes, si besoin, et il ne faut pas faire pas assez. Oh si, il restait en fait un bout de la barrière et je ne l'ai pas enlevé et quand je suis dans la situation, c'est encore présent. Non, il faut aller vérifier. Ok, la gorge maintenant, est-ce qu'elle est bien? Il n'y a plus rien qui l'entrave, elle n'a pas été abîmée par ce qui était là. Voilà, on vérifie bien que tout est bien. Et puis souvent,
souvent, je termine par une image très positive qui est apparue à la personne pendant le récit, pendant l'induction. Comme ça, elle récupère aussi un petit peu d'énergie. Elle termine sur une note vraiment de détente. Et puis, elle se réoriente dans l'ici et maintenant et elle peut rouvrir les yeux pour découvrir sa nouvelle réalité. Oui, ça c'est quelque chose que j'ai pas dit. Souvent, ça se passe les yeux fermés, la séance d'hypnose à partir de l'induction, à partir du récit, parce que ça permet de ne pas être distrait par le thérapeute ou par l'environnement. Et voilà, cette personne, voilà, c'est terminé la séance. Là, je demande comment est-ce que vous avez vécu la séance. Est-ce que ça a été facile, difficile? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont interpellé? On fait un petit retour si c'est nécessaire. Et s'il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Il ne faut pas parler pour parler. Donc, si c'est bien, la personne, elle dit un petit peu ce qui l'a interpellé. Ça permet aussi de passer de l'inconscient au conscient et de prendre bien conscience de ce qui s'est passé. Et s'il n'y a rien à dire, voilà, elle est bien, et ben c'est parfait. Et donc, ensuite, on voit pour le suivi. Alors, le suivi, il est à la meilleure contenance de la personne. En règle générale, c'est quand même une quinzaine de jours qu'on met entre deux séances quand on débute. Parfois, c'est plus rare, on met une semaine seulement. C'est un peu si on a fait quelque chose qui doit se faire comme en deux parties. Là, on peut mettre une semaine. Le plus souvent, c'est 2-3 semaines, parfois jusqu'à un mois. C'est rare qu'on mette plus qu'un mois de délai entre deux séances au début, parce que le but c'est qu'on soit toujours bien motivé, bien dedans, prêt à atteindre son objectif. Donc il ne faut pas laisser passer trop de temps. Mais voilà, généralement 2-3 semaines, ça laisse le temps de voir plusieurs cas de figure. Tiens, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'est plus comme avant? Oh, qu'est-ce que j'ai vécu pendant ces 2-3 semaines et qui ont peut-être été forts pour moi, etc. Et voilà. Donc, maintenant, je vais vous parler de la rapidité de la séance. Comme vous voyez, la conférence, elle est intitulée Libérer rapidement son potentiel avec l'hypnose humaniste. Donc, rapidement, qu'est-ce que c'est? Alors, je vous disais bien que ce jeune homme qui avait du mal à s'exprimer en public, en une séance, c'était réglé. Généralement, pour une thématique, ça peut être 3-4 séances à 6 séances. Le plus souvent, on va dire que c'est ça. Maintenant, si c'est quelque chose de très profond et ça date même des générations avant et ma famille a reproduit ça et moi aussi, etc., etc., on peut se retrouver à faire 6 à 8 séances. Mais c'est plus rare et il faut vraiment un bon engagement de la personne pour être motivé à venir comme ça 8 fois. Mais le plus souvent, voilà, de 3-4 à 6 pour un objectif qui est quand même assez complet. Pour quelque chose de très court, à nouveau, une personne qui vient pour arrêter de fumer, j'ai déjà eu le cas d'une personne, en une séance c'était réglé, mais parce qu'il avait fait un très grand travail avant. Donc la séance d'hypnose était le petit déclencheur pour vraiment stopper. Une personne qui vient et qui fume depuis longtemps et qui aime bien ça et qui n'a encore rien fait pour arrêter de fumer, eh ben, il va falloir 6 séances pour aller voir pourquoi elle fume, quelles sont les blessures là derrière, travailler ses blessures, etc., etc., changer les habitudes. Voilà, donc ça dépend des personnes, mais à chaque fois, la personne est libre de faire seulement une séance, de choisir à chaque fin de séance si elle veut reprendre rendez-vous, combien de temps elle veut laisser entre, si elle veut laisser décanter, puis me rappeler plus tard. Voilà, donc à nouveau, c'est vraiment toujours la personne, elle est maître de ses choix. Il n'y a rien qui est décidé par quelqu'un d'autre que soi-même. Et c'est ce qui m'amène au sujet suivant. La thérapie, c'est un engagement. C'est un engagement de la part du thérapeute, mais de la personne également. C'est d'égal à égal. Il n'y a pas une personne au-dessus qui va faire pour quelqu'un d'autre. Non, c'est d'égal à égal. Moi, je m'engage à accompagner, à être présente, à être active pour la personne. Et la personne, elle s'engage à venir à ses rendez-vous et à exprimer tout ce qu'elle a exprimé pendant la séance. Voilà, on travaille vraiment main dans la main. Alors, l'hypnothérapie, c'est donc comme une boîte à outils. Et le thérapeute va mettre à disposition les outils, expliquer comment ils fonctionnent,
mais seule la personne elle-même aura le pouvoir de transformer son coffre à outils en un coffre à trésors.